Bonjour, moi c'est Émilie Brigand. Moi, c'est Adeline Gaden. On est toutes les deux journalistes, passionnées entre autres par la psychologie et par la méditation. Et les podcasts. Et les podcasts. Et notre rencontre avec David Sorin, d'abord en tant qu'homme, puis en tant qu'enseignant en méditation, nous a interrogés, scotchés. Le mec est tellement serein, sympa, drôle, humble, ancré. T'es à côté de lui, t'es apaisé, t'as l'impression qu'il te donne de la lumière. T'as l'impression que t'es assise devant la mer. Alors il fallait qu'on le fasse parler pour percer son mystère. Or, on a découvert qu'il partait de très loin. Il était loin d'avoir les meilleures cartes en main. Abandonné par sa mère, puis adopté, mais confronté à la violence dans son nouveau foyer, on s'est dit que ce parcours semé d'embûches et qui pourtant l'a conduit à une si grande sérénité, méritait d'être raconté. Alors aujourd'hui, on est tous les trois fiers de vous proposer Juste assis devant la mer. Dans chaque podcast, Un bout d'histoire, plus un enseignement sur la psychologie bouddhiste et une pratique de méditation guidée. Je souhaite que ça soit inspirant pour vous. c'est si bien dit. Dans ce 9e épisode de la série de podcasts Juste assis devant la mer, avant-dernier épisode de la série, nous allons parler d'abandon. On se rappelle qu'au tout début de la série de podcasts, David nous a parlé de son abandon quand il était petit. Et puis on a bien compris qu'au fur et à mesure de son cheminement spirituel, il a abandonné des choses à son tour. Donc on va parler de ça avec lui, et puis on va aussi parler de la notion de l'ego, parce que finalement dans le bouddhisme, on nous incite à lâcher, à abandonner l'ego. Alors, pouvez-vous vous présenter, David ? Oui, je m'appelle David Sorin, je suis prof de méditation, thérapeute par la méditation, et j'essaie de cheminer spirituellement sur la voie du Bouddha et d'aider les autres du mieux que je peux. Est-ce que c'est un exercice facile de se présenter pour vous, David, de mettre des mots sur vous-même ? C'est vrai que depuis le début de la série, on vous demande à chaque fois de vous présenter. Alors, c'est une présentation conventionnelle, voilà. Donc, oui, ça nous permet de mieux nous connaître en s'appuyant sur notre fonction, notre métier, mais c'est pas l'essentiel finalement, il y a quelque chose d'invisible qui est beaucoup plus profond que ça. Il n'y aurait pas le risque de tomber dans de l'ego, de se présenter à chaque fois, de se mettre en valeur. L'ego est présent à chaque instant de notre vie. Il n'y a pas un seul instant au cours duquel il n'y a pas d'auto-préoccupation. Alors on fait avec, mais on essaie d'évoluer gentiment, sans culpabiliser. C'est quoi l'ego en fait dans le bouddhisme ? Ça prend quelle partie ? C'est dans le mental ? C'est dans le corps ? Où est-ce qu'il se loge cet ego ? Alors, ouais, c'est une question intéressante. C'est un mot piège, l'ego. Disons que... Commençons par la définition telle qu'elle est communément admise chez les psychologues notamment. Pour les psys, c'est structurant l'ego, c'est la structure de la personnalité, quoi. C'est la structure du soi, quoi. Avec tout ce que ça comporte d'histoire, de névrose, etc. Dans le bouddhisme, c'est pas ça du tout en fait. C'est subtil. C'est une illusion, donc un mirage, une illusion d'optique de l'esprit, comme disait Einstein, comme un arc-en-ciel, quoi, ou le reflet de la lune sur l'eau. Donc c'est une illusion, il n'y a pas un soi qui existe vraiment de son propre côté. Ce qu'on va essayer de faire dans le bouddhisme, c'est de se déconditionner, de se libérer de la prison constituée par cette illusion. Voilà, c'est nous qui créons les barreaux de notre prison, donc nous avons le pouvoir de nous en libérer. Alors, on ne va donc pas dire qu'il s'agit de détruire l'ego, puisque c'est une illusion. On ne peut pas détruire une illusion, ça serait plutôt dévoiler ou démasquer l'imposture,
de l'ego, quelque chose comme ça. Et là, on obtient petit à petit une libération, un plus grand bien-être, une plus grande aptitude au bonheur. C'est notre enveloppe corporelle qui nous pousse dans cette illusion, parce que c'est vrai qu'on a un corps, qu'on a l'impression d'être bien défini, avec des contours bien nets. Oui. C'est ça le gros problème de cette illusion? Alors c'est aussi ça, c'est vrai que l'ego, cette illusion, elle est coproduite, c'est une coproduction entre le corps, l'esprit, tous les phénomènes émotionnels, cognitifs, notre environnement, etc. Donc le corps n'est pas séparé du reste de l'univers, et l'esprit n'est pas séparé du corps complètement, et vice-versa. C'est pour ça que voilà, dans le bouddhisme, l'ego est une illusion parce que tout est relié. Oui, voilà, tout est relié, tout est interrelié. Donc on a tort de séparer en fait, et on a tort de on sépare s'attacher à un ego. Ouais, c'est ça. L'ego, c'est effectivement l'illusion de la séparation, l'illusion du « je suis une entité indépendante du reste de l'univers, j'existe par moi-même, par mon propre pouvoir ». Tout ça, c'est de l'illusion. En réalité, on est coproduit à chaque instant, impermanent. Alors, je peux vous donner une petite image. J'espère que ça vous parlera. J'ai été faire une analyse de sang sur prescription de mon médecin. Donc j'ai été au laboratoire, on m'a prélevé quelques tubes de sang. J'ai vu un liquide rouge qui sortait de mes veines et j'en ai déduit qu'il s'agissait de sang. Un liquide rouge qui s'appelle sang. Tous les témoins de la scène peuvent être d'accord pour dire qu'il s'agit de sang. Et néanmoins, quand le lendemain j'ai reçu le résultat de l'analyse, il y avait, je ne sais pas, une trentaine de lignes peut-être à peu près, et aucune d'entre elles ne s'appelait sang. Conclusion, dans mon sang, il n'y a pas du tout de sang. Ça signifie que la désignation sang était le fruit d'une limitation sensorielle et cognitive. Une simplification. Une simplification. Mais si j'avais des microscopes électroniques à la place des yeux, je ne verrais pas le sang. Je ne verrais pas ce liquide rouge. Je verrais plein de choses. Ça veut dire que l'esprit perçoit un là où il y a plusieurs. Je perçois le sang là où il y a plein de choses. Et je perçois permanent. Le sang est permanent, il sort de mes veines, il est dans le tube, il ne bouge pas. Alors qu'au microscope, on voit que ça bouge tout le temps, ça évolue, ça naît, ça meurt. Donc, vous voyez, il y a cette méprise, cette erreur, cette ignorance de base qui est à l'origine de toutes nos souffrances. Et disons que pour moi, pour soi, pour l'ego, c'est la même chose. On se plante. On perçoit moi comme un alors que c'est composé de plein de choses. On perçoit moi comme indépendant alors qu'on est en perpétuelle interdépendance avec le reste du monde. Et on perçoit moi comme permanent alors qu'on grandit, on évolue, on change tout le temps. Et donc cette erreur de base cause, par effet domino, tout un tas de souffrances. On veut protéger cet ego à tout prix, on veut le mettre en avant, on veut qu'il soit meilleur que les autres. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a création de cette illusion d'un moi indépendant, il y a peur que cette indépendance soit altérée, attaquée. Alors on se sent vulnérable, on a besoin de se défendre, on se trouve face à des ennemis, face à des concurrents, et puis on a besoin de s'approprier des richesses ou de la renommée, des compliments, etc. Donc on est dans ce double mouvement à cause de l'illusion du moi. J'ai besoin de me défendre, de me protéger, de rejeter, de refuser, d'être en colère, de me battre contre. C'est le premier mouvement. Et le second mouvement, c'est j'ai besoin d'attirer à moi toutes les conditions favorables, de façon à conforter l'ego, à le rassurer, à le solidifier. On essaie de sortir de ce jeu, d'arrêter de jouer à ce petit jeu cause de tellement de souffrance. Est-ce
qu'il faut garder un peu d'ego pour garder son intégrité et quand même protéger la personne que l'on est? Ou est-ce qu'on peut vraiment l'abandonner à 100% et ça nous ferait du bien? Alors, l'abandonner à 100%, c'est le travail d'une vie ou de plusieurs vies, au sens bouddhiste. C'est pas compliqué, mais effectivement, on peut parler d'abandon ou de renoncement à l'illusion de l'ego et aux perturbations mentales. C'est plutôt que de destruction, vous voyez, on n'essaye pas de détruire l'ego. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Il faut qu'on prenne garde de ne pas considérer ça comme quelque chose de mauvais qu'on aurait besoin de rejeter, mais je préfère le voir comme un phénomène naturel avec lequel on a besoin de composer et avec lequel on a besoin de cheminer. Donc on va prendre compte de la présence de notre ego, on va faire avec. On va même lui jouer des tours. C'est-à-dire pendant un certain temps pour le... par exemple, on va lui dire, dès le début du cheminement spirituel, tu aimes qu'on te fasse du bien, tu aimes qu'on te donne des choses, tu aimes être nourri, tu aimes que des gens s'occupent de toi. Ah, l'ego, il aime ça, il dit, ah ouais, chouette, il est content. On dit, ah, eh ben regarde, tous les objets qui t'entourent proviennent des efforts des autres. Ton corps lui-même t'a été offert par d'autres. L'eau du robinet, elle a été purifiée par d'autres. L'électricité a été produite par d'autres. Tu bénéficies à chaque instant de la bonté des autres. Et là, vous voyez comme habilement, on amène l'ego vers la gratitude, une relation intelligente et aimante au monde. On l'amène vers la notion d'interdépendance, mais de belle manière, tout en douceur, en lui jouant un tour, finalement. C'est de cette manière-là qu'on essaie de progresser. On ne se bat pas contre l'ego, on ne se heurte pas contre lui, parce que sa spécialité, lui, c'est de se battre. Donc, si on essaie de se battre, on ne va pas gagner à ce petit jeu. On essaie plutôt de faire avec et d'utiliser les caractéristiques de l'ego pour se libérer de l'illusion, finalement. Dans la société, on voit des catégories de personnes, les politiciens, les artistes, voilà, pour ne prendre que deux exemples, qui visiblement ont un ego assez démesuré. Vous en pensez quoi de ces personnalités et est-ce qu'on peut finalement faire de la politique sans avoir un ego important? Est-ce qu'on peut être un artiste sans avoir un ego important? Je me garderais bien de les juger ou de les critiquer, puisque la médisance, ça fait partie des choses qu'on a besoin d'éviter. Mais peut-être que ça les aiderait de lâcher de l'ego, d'abandonner une partie en tout cas. Je vais plutôt parler des choses inspirantes que j'ai vues. En Bolivie, quand j'ai vécu en Bolivie pendant 2 ans, j'ai beaucoup côtoyé d'artistes, mais c'était des artistes d'un type particulier, ils avaient un engagement social. Ils faisaient ça pour aider les populations pauvres à se libérer, à retrouver toute la richesse de leur culture, d'être fiers de leur médecine traditionnelle aymara ou de leur spiritualité quechua. Et donc ces artistes-là, je n'ai pas trouvé qu'ils avaient un ego surdimensionné parce qu'il y avait de l'altruisme. Ils ne faisaient pas ça pour se mettre en avant eux, ils faisaient ça pour valoriser les gens. J'ai un ami qui a créé... C'était comme des porte-paroles des porte-paroles, utilisaient leur savoir-faire, leur talent. Ouais, c'était vraiment au service des autres. Donc c'est une belle manière de se libérer de l'auto-préoccupation, qui est à l'origine de tous nos problèmes, que d'être altruiste, de mettre nos talents au service des autres. Là, c'est génial. Si un homme politique met ses talents au service du bien commun, c'est magnifique, formidable. Mais s'il ne pense qu'à sa renommée, qu'à sa propre réussite, ses décisions vont être influencées par ça. Et j'imagine qu'il y a un peu des deux, chez un homme politique ou chez un artiste. Et il faut savoir où il va placer le curseur. Est-ce qu'il va privilégier le bien des autres ou son propre bien?
sa propre réputation. Oui, je connais un ami très cher, Olivier, qui a créé Dr Clown à Montréal. C'est un artiste, mais il a vraiment mis ça au service des enfants malades dans les hôpitaux. Et lui aussi, son travail, c'est de dévoiler l'ego, de se déconditionner des C'est vrai qu'en de en la parlant, on dictature se de rend l'ego. compte que c'est probablement plus épanouissant d'utiliser l'art au service des autres qu'au service de soi. Ben oui, oui. Et si on regarde bien, la guerre, ça vient de l'autopréoccupation. Une personne qui, par orgueil, par fierté, par avidité pour s'approprier le territoire des autres, elle est auto-préoccupée, auto-centrée. Un viol, c'est évidemment de l'autopréoccupation, une vision auto-centrée, égoïste. Un cambriolage, c'est hautement égoïste, autant auto-centré. Dans une dispute de couple, ce sont deux personnes auto-centrées qui essayent de tirer les draps à elles. Vous voyez, tous les malheurs du monde viennent de l'égoïsme et d'une vision auto-préoccupée. Et toutes les belles choses du monde, comme les artistes qui partagent leur savoir-faire avec les autres, ou la sécurité sociale, ou les restos du cœur, ou une maman qui s'occupe de son enfant, ou, une infirmière qui soigne un malade, ben, tout ça, c'est de l'altruisme, c'est de la générosité. Donc vive l'altruisme, vive les qualités de cœur, et essayons de diminuer notre auto-préoccupation. Alors depuis le début de cet épisode, on parle d'abandon. Est-ce que pour vous qui avez été abandonné petit, ça a été difficile à nouveau dans votre vie d'adulte d'abandonner une partie de votre ego, d'abandonner l'autopréoccupation Non, enfin c'est difficile, alors c'est un cheminement, hein, c'est irrégulier un cheminement spirituel, il y a des hauts, il y a des creux, il peut y avoir des creux très creux. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un cheminement spirituel soit une progression linéaire. C'est pas comme ça. Donc rassurons-nous, c'est comme ça pour tout le monde, il y a des hauts et des bas. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, c'est encore en chemin, je ne suis pas un être éveillé, j'ai encore des progrès à faire, mais je dirais que c'est délicieux, c'est merveilleux, à chaque fois qu'on parvient à lâcher une crispation, une saisie, une perturbation mentale, et à se libérer. Alors là, c'est merveilleux. Quand on parvient, par exemple, à se libérer de la dictature du « avoir raison », vous voyez, avoir raison, c'est évidemment une émanation de l'ego. Quand on parvient à se libérer progressivement de ça, il y a quelque chose de délicieux. On devient moins vulnérable, moins blessé par ce que nous percevions autrefois comme une agression. Donc plus on se libère de l'ego, moins on devient vulnérable, plus on devient solide, confortable. L'obligation de recevoir des compliments, ou d'être admiré, ou de recevoir des éloges, ou la terreur de la critique, quand on parvient à se libérer de ça, on est moins vulnérable, on est plus confortable, on est moins attaqué. Les autres ont moins de prise sur nous. Il n'y a pas le bouton orgueil sur lequel ils peuvent appuyer. Donc cet pour nous ego, faire mal. voilà, faut imaginer que dans son cheminement spirituel, on va petit à petit abandonner des parties de cet ego. Par petits bouts, en effet, Ouais. ouais, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. D'accord. Et moins on a d'ego, moins on est vulnérable. Oui, alors que il y a même des courants du développement personnel qui auraient tendance à dire le contraire, à prôner une affirmation de soi pour se sentir mieux, à essayer de cultiver la puissance. Oui, il suffit de regarder les magazines People pour découvrir où ça mène en général, quoi. Ça mène où ? En cure de désintoxication, en divorce public, en dépression, en suicide très fréquent quand même, chez
chez les personnes qui ont beaucoup recherché la gloire, Mhm. qui ont misé là-dessus, ou qui ont misé sur leur beauté, on va devenir quoi quand on va devenir moche, handicapé et tout fripé? Non, on peut regarder les choses sous tous les angles. De miser sur sa beauté, c'est drôlement hasardeux. Mhm. De miser sur le fait d'être le meilleur, c'est drôlement risqué, parce qu'on risque de rencontrer quelqu'un de meilleur, et d'écraser d'autres personnes au passage, et de faire des bêtises. On a tellement d'exemples comme ça dans l'histoire de l'économie, ou de la politique, ou des arts, de personnes qui ont trop misé sur des choses éphémères ou illusoires, Mhm. et finalement ça a mal tourné. Il y a beaucoup de choses dans notre société qui rendent difficile cet abandon. Vous parliez de la beauté. Et moi, en tant que femme, je me rends bien compte du poids du patriarcat, Ouais. qui fait qu'effectivement, quand le corps vieillit, le patriarcat et puis cette société fait que ça peut être difficile pour une femme. Quand on voit que c'est considéré comme normal qu'un homme puisse être en couple avec une femme beaucoup plus jeune et que l'inverse ne le soit pas, ça rend difficile tous ces types d'abandon. Oui, en effet, parce que on est pris dans des conventions, dans des choses convenues, On a été nourri à ça, on c'est a ça été qui est nourri de compliqué, ça, quoi. Voilà, c'est ça. d'être nourri à ça par sa famille, par son entourage, par la société. Voilà. On vit dans un monde conventionnel, un monde extérieur finalement. On est conditionné par tout ça. Avec le cheminement spirituel, on essaie d'apprendre à développer un espace de liberté intérieure, déconditionné des dictatures extérieures finalement. On essaie d'être de plus en plus indépendant des injonctions extérieures. Donc on peut dire qu'une personne spirituelle fera de moins en moins attention à ce genre de choses et qu'elle pourra développer de l'humilité, être de plus en plus en phase avec les lois de l'impermanence par exemple, de plus en plus en phase avec les choses telles qu'elles sont en réalité, et puis être bien, quelles que soient les difficultés. Donc on a vraiment avantage à développer notre vie spirituelle pour être heureux, apprendre à chérir ce qui nous rend vraiment heureux. Et de cette manière, notre bonheur dépend de moins en moins du regard des autres et des conditions extérieures. Mhm. On doit le cultiver au quotidien ou on doit se réserver des moments dans l'année. Voilà, vous conseillez quoi? De le faire le plus souvent possible ou à petite dose, à grosse dose L'idéal, c'est d'associer des méditations quotidiennes à des pratiques de chaque instant, des pratiques de présence, d'attention à l'instant, des pratiques d'altruisme quotidiennes, ne serait-ce que de dédier, par exemple. C'est vrai qu'à la fin de chaque méditation que vous proposez, il y a toujours on se tourne toujours à la fin vers les autres, en fait. Oui, voilà, oui. C'est une façon de dédier nos progrès spirituels, notre effort, pour le bien de tous. Vous voyez, de cette manière... Finalement, on progresse aussi pour les autres. Oui, voilà. Autant pour les autres que pour soi. Oui, on peut dire ça, puisque nous ne sommes qu'un et les autres sont si nombreux. Ça n'a pas de sens, même rationnellement, hein, que de privilégier un en laissant tomber les autres. Donc on fait ça pour le bien de tous, on essaye. Au final, si on pouvait conclure toutes ces réflexions sur l'abandon, comment on résume toutes les vertus de l'abandon? Ça rime avec quoi, s'abandonner? Renoncement. Renoncer. Le renoncement, il y a une connotation un peu négative dans ce mot. Oui, c'est vrai, j'ai déjà été confronté à ça. Alors, on dit lâcher prise, quelquefois. Je ne sais pas si ça parle mieux, peut-être. Renoncement, lâcher prise. C'est vrai que renoncement, c'est le mot bouddhiste brut qui peut sembler un peu rêche. Lâcher prise, libération, allez, tout ça, c'est des synonymes. C'est-à-dire qu'on arrête de saisir, de se crisper sur les choses. Et le mouvement de libération est délicieux. Vous voyez, par exemple,
on a une pratique qui s'appelle la purification par les 4 pouvoirs de purification. C'est une pratique profonde que j'ai laïcisée, qu'on utilise en thérapie par la méditation, qui est une pratique vraiment purement bouddhiste à la base. Les 4 pouvoirs, c'est le pouvoir de la confiance en notre propre potentiel de libération, parce que pour se libérer, encore faut-il avoir les outils, les méthodes, mais quelque chose de pur à la base, une sorte de bon fond. N'oublions pas qu'on part avec un bon fond fondamental. Oui, dans le bouddhisme, on dit que tout le monde en est doté. Voilà, tout le monde est doté de cette fameuse nature de Bouddha, une sorte de bonne santé psychique. C'est vrai que ça essentielle. peut ne pas être évident pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des vies qui les conduisent à se penser mauvais, en fait. Oui, en effet. Oui. Donc nous, on essaie déjà de développer la confiance en soi, en cette nature profonde. Et puis, le second pouvoir, c'est le pouvoir du regret. Alors, vous voyez, là aussi, c'est un mot qui est connoté négativement. Comme le renoncement, c'est un mot un peu connoté, mais on peut dire tourner la page. Par exemple, autrefois, quand j'étais adolescent, j'ai fait des erreurs, j'ai fait du mal aux autres, j'ai été méchant envers ma petite sœur. Alors, il reste des empreintes de cette négativité dans mon esprit. Est-ce que je les laisse là? Est-ce que je laisse cette impureté dans mon esprit qui voile ma bonne santé psychique fondamentale, qui l'altère finalement? Ou est-ce que je purifie? Alors, si je veux purifier, il faut que j'ai envie de tourner la page, de regretter. Donc, confiance, plus regret, plus antidote. Désormais, je vais être attentif aux autres et je vais essayer de ne pas nuire. Je vais faire attention de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Donc, je vais essayer d'éviter d'être méchant. Et puis, je me fais la promesse, je prends l'engagement solennel devant moi-même d'essayer d'être respectueux des autres, de ne pas être méchant. Donc, vous voyez, c'est utiliser un événement négatif passé pour le transformer en une détermination positive. Ça, c'est une méditation, quand on est déjà assez avancé. Oui, ça demande de la pratique, de la concentration, de la compréhension, et puis avoir envie de le faire. Mais ça nettoie l'esprit. Petit à petit, on prend chaque négativité passée, et puis on nettoie. Ça prend du temps, mais petit à petit... Mais si on le fait tous les jours, voilà. C'est ça l'idée de la méditation, c'est de pratiquer au quotidien. Voilà, on pratique au quotidien, c'est présent à chaque instant, et si on peut faire une retraite de temps en temps, c'est encore mieux. Là, c'est merveilleux. On approfondit le truc en retraite. On voit quand même que ça demande une discipline. Donc finalement, cet abandon, c'est pas de l'indolence. Ah non. C'est un gros travail au final de s'abandonner. Oui. L'indolence et l'autosatisfaction sont considérés comme des perturbations mentales. Et la paresse. Donc les moines qui sont dans une posture assez en retrait du monde, au final, ils sont pas du tout indolents. Ils sont dans un travail probablement plus difficile que nous, ce qu'on fait au quotidien. Ils travaillent sur leur esprit. Ils travaillent dur, ils se lèvent tôt pour travailler sur leur esprit, et puis ils y vont, ils se confrontent à leurs difficultés. C'est pas toujours évident. Quand on fouille dans le passé, on trouve des choses qui nous font mal. Quand on se confronte à notre orgueil, ça peut nous déstabiliser. C'est pas toujours évident, ça demande de la vaillance que de faire ce travail-là. Donc la pratique que vous nous proposez à l'issue de cet épisode, intitulé « L'homme qui s'abandonne », s'intitule « La pratique sur les inconvénients de se préoccuper de soi ». Oui. Elle est très importante, cette pratique, et vous vouliez nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette pratique. Oui. En effet, elle est très importante. On va associer dans cette méditation les inconvénients de se préoccuper de soi avec les avantages de chérir les autres. On va faire les deux en une seule. Quels sont les inconvénients de se préoccuper de soi? Eh bien, nous sommes sans cesse préoccupés
à l'idée du regard que les autres posent sur nous. On a sans cesse cette soif de recevoir des compliments, la peur d'être critiqué, d'être pointé du doigt, de perdre notre réputation. On a la soif de garder nos biens matériels, la peur de les perdre, la peur de se faire avoir, la peur d'être abandonné. Vous voyez, tout ça, ça a un seul sujet central, c'est soi-même. Donc toutes les souffrances que je viens de nommer, y compris la victimisation, l'apitoiement, tout ça c'est auto-centré. C'est soi qui souffre. Si on se décrispe de soi, si on se dessaisit un peu de soi, eh bien on a moins peur d'être abandonné, ça devient moins important. On a moins peur du regard des autres, ça devient moins important. Puisque cette vision auto-centrée du monde est moins centrale. C'est vraiment pas quelque chose d'inné, parce que quand on observe les enfants, ils sont extrêmement auto-centrés. Ben oui. Donc on voit bien la difficulté, puisque naturellement, en tout cas au début de notre vie, on a un ego qui va dominer. Alors c'est peut-être lié à la survie, et donc ça a peut-être du sens biologiquement. Ouais, c'est vrai. Ouais, biologiquement oui, mais en spiritualité bouddhiste, on n'est pas rousseauiste du tout. Hein. Le mythe de l'enfant pur qui serait pollué par la société ou du bon sauvage. Non, l'enfant il naît avec un ego, il naît avec beaucoup d'égoïsme, bien sûr. Et ça va peut-être se développer dans un sens ou dans l'autre en grandissant. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. C'est ça en fait. Ouais. La nature est pleine d'horreur. Il y a des trucs épouvantables qui se passent dans la nature. Donc c'est pas parce que c'est naturel que ça nous rend heureux. Il y a de belles choses aussi, bien sûr, hein, dans la nature. Des choses formidables qu'on a besoin de connaître, de respecter, donc, d'aimer. notre spiritualité doit nous permettre de faire le tri et d'évoluer sur cette notion d'ego. Ouais, voilà, on développe le discernement, la sagesse. Donc voilà tous les inconvénients de l'autopréoccupation et les avantages de chérir les autres. Quand on chérit les autres, nos relations se fluidifient, on a le plaisir d'aider les autres, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, de la collaboration, la vie devient plus simple. Chérir les autres, c'est aussi le système de soins, le système de sécu, de répartition de la richesse, la solidarité, les retraites. Le système des retraites en France, c'est quand même chouette. Il y a de la solidarité là-dedans. Si on était égoïste, ça laisserait beaucoup de personnes sur le carreau quand même. Alors le prochain épisode et tout dernier épisode, le 10e de la série de podcasts Juste assis devant la mer, sera évidemment un petit condensé de tout ce dont on a parlé, alors de bonheur, de gratitude, d'interdépendance, un petit résumé, un petit best-of. Et voilà, il s'intitulera Le Serein. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et bonne méditation. Installons-nous en posture de méditation, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol et les mains simplement déposées sur les cuisses. Nous pouvons commencer en nous réjouissant de ce moment spécial pour prendre soin de notre paix intérieure. Nous pouvons prendre quelques longues et amples respirations en relâchant toutes les tensions sur l'expire.
Et sur chaque inspiration, nous pouvons accueillir une lumière blanche et fraîche, faite d'énergie positive, qui nous apporte du bien-être. On laisse le souffle suivre son rythme naturel. On autorise la tête et le visage à se détendre, notamment les paupières, la mâchoire, puis les épaules, les omoplates, les bras. Au fur et à mesure, on ressent chaque partie du corps et on l'autorise à se détendre. Le dos, les mains, le ventre peut se relâcher complètement. Et dans la poitrine, nous pouvons apprécier cette précieuse vie humaine qui nous est offerte comme un cadeau à chaque instant. Juste apprécier de respirer. Enfin, nous pouvons relâcher les jambes et ressentir la stabilité de la posture, nos pieds sur le sol. Nous pouvons alors poser notre attention sur la sensation tactile de l'air qui entre et qui sort par nos narines. Nous essayons de rester concentrés sur cette sensation. Ayant ainsi commencé à apaiser notre esprit, nous pouvons contempler les sagesses suivantes. Les malheurs du monde viennent des esprits auto-centrés, égoïstes, auto-préoccupés. Le vol provient d'un esprit égoïste et auto-préoccupé. Agresser les autres provient d'un esprit auto-préoccupé, auto-centré, égoïste. L'escroquerie, le viol, la manipulation, tout cela provient d'un esprit égoïste et auto-centré. Nous-mêmes, lorsque nous craignons d'être critiqués par les autres, c'est parce que nous sommes auto-préoccupés. Lorsque nous craignons d'être rejetés ou abandonnés, c'est par auto-préoccupation. Lorsque nous sommes vexés, c'est encore de l'auto-préoccupation, à un niveau très subtil. Ainsi, toutes nos souffrances proviennent de notre auto-préoccupation. Nous demeurons avec cette sagesse en silence quelques instants.
puisque nos souffrances proviennent d'un esprit préoccupé par soi-même, et que toutes les belles choses du monde proviennent de la solidarité, de l'amour, de chérir les autres, comme une maman qui s'occupe de son enfant, une infirmière qui soigne un patient, la sécurité sociale, les ONG, la solidarité entre les êtres, les personnes qui soignent des animaux ou qui protègent la nature. Contemplons comme toutes ces belles choses viennent de l'altruisme, de chérir les autres. Ayant ainsi contemplé, nous pouvons en conclure que nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes, prendre soin de notre esprit, pour être de moins en moins préoccupés par nous-mêmes, de plus en plus libres de l'ego, et d'être plus disponibles aux autres, de les chérir, de fluidifier nos relations, en étant plus attentifs. Et pour terminer, nous pouvons offrir de la lumière d'amour qui chérit les autres et se préoccupe de leur bien-être. Nous leur offrons cela à partir du cœur, comme un cadeau de lumière souriante. Puissent tous les êtres être heureux, libérés de la souffrance, puissent-ils connaître le bonheur et la joie de vivre. Et on offre ce souhait souriant et lumineux à tous les êtres sur Terre. Et tout doucement, nous pouvons, à notre rythme, sortir de la méditation.